voulais répondre au monsieur. Oui. Pour une parole de femme. Ah ben oui, Et, il faut. S'il y a moins de population en France, c'est parce que les femmes aussi ont assumé des moyens contraceptifs. Et que si on compte que sur les hommes pour s'en occuper, on peut toujours se taper le coquillard. Hein. Alors, dans les pays, sous-développés où il y a cette culture des enfants multiples, ça va être... c'est problématique, quoi. Oui, bien sûr. Alors, je voulais parler d'un autre problème aussi que vous n'avez peut-être pas évoqué, c'est celui de l'eau. Oui. Parce que plus de population, plus de culture, plus d'eau. Oui. Et puis, avec le réchauffement climatique, il peut y avoir soit des zones désertiques, soit des zones qui vont être inondées. Dont peut-être le Bangladesh, justement. Oui. Et puis, je voulais dire au monsieur aussi, moi, je n'ai pas fait d'études supérieures, mais je sais lire quand même une courbe. Voilà, vous avez gagné un frère. Bon alors donc, pour vous avez gagné un paquet de préservatifs. Non, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je suis d'accord sur tout. Oui, sur la question de l'eau, enfin, je pense que j'ai cité l'eau à un moment donné, mais si je ne l'ai pas fait, j'aurais dû. Donc ça, c'est quand on prend les problèmes écologiques les uns après les autres, hein, on les liste, effectivement, et l'eau rentre, c'est évident, l'eau potable, de toute façon, elle est en quantité limitée, l'eau potable. Hein. Donc si la population augmente, c'est le cas d'Égypte, par exemple. L'Égypte est déjà en état de stress hydrique. Oui, toute l'Afrique, non, mais en particulier l'Égypte. Il va falloir partager de plus en plus partager. Bon, donc ça, c'est une catastrophe. D'habitude, je présente une conférence avec diaporama, tout ça, et effectivement, il y a toute une partie sur l'eau potable, et vous avez raison d'insister là-dessus. C'est un des plus grands problèmes écologiques à venir, dans le cadre, effectivement, du réchauffement et de l'augmentation de la population. Tout à fait. Oui, bonjour. Je vais abonder dans le sens du monsieur qui n'a fait qu'un enfant. Je me suis arrêté avant, j'ai pas voulu du tout me reproduire. Et je voudrais poser la question au monsieur qui est là-bas, qui ne voulait pas d'enfant et qui en a fait 3. Alors je voudrais savoir pourquoi. Non, je croyais que ma réponse était contenue dans ma question tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que je n'en voulais pas et j'en ai fait 3, quoi. Voilà, et je les ai élevés. Enfin, pourquoi? Parce que la suite de ma question, c'était comment une femme pense ça. Moi, je pense de cette façon. J'en veux pas. Parce qu'on en a parlé, la société, machin, son avenir, tout ça, la terre, le surpeuplement. Bon, ok. Voilà, je suis pas tout seul. Il y a des femmes et elles pensent pas de la même façon. C'est pour ça que j'introduisais cette question, mais c'était pas sur un plan technique. Maintenant, ma question, celle que je voulais poser là en levant le doigt juste avant, c'était... Alors, globalement, contrairement à ce qui peut peut-être apparaître, je suis relativement d'accord avec... d'une part, c'est absolument nécessaire de poser cette question de la démographie. Ça, pour moi, je suis d'accord avec vous. Et après, avec le discours que vous développez. Maintenant, bon, il y a quand même un certain nombre de questions qui peuvent se poser. Vous dites... vous prenez des échelles, enfin c'est très technique, hein, vous prenez des courbes. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire de la consommation, pas de la consommation, par rapport à la... Ah merde. Le rapport consommation et puis terre possible, quoi. Je me souviens plus comment on appelle ça. Oui, biocapacité, le rapport, il a un autre nom et vous l'avez montré tout à l'heure et je ne me rappelle plus. Voilà, peut-être. Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le cas de l'Inde, qui est bien en dessous des 2, terres par habitant. On est à 0 quelque chose, je crois. Donc ça fait décroître ça démonte le raisonnement. Vous voyez ce que je veux dire? Non, vous ne comprenez pas? Oui, alors... La surface... Bon, je n'ai pas en tête là les chiffres de l'Inde. Ce que je sais par contre,
c'est que l'Inde s'en sort en grande partie parce que la population est végétarienne. Hein. Donc ça l'aide beaucoup. Oui, tout à fait. Il n'empêche que vous avez, là j'ai parlé du Bangladesh, en réalité, en bordure du Bangladesh, vous avez ce qu'on appelle le Bengale occidental. Il a la même densité de population, hein, c'est là où il y a Calcutta. Donc vous avez des États indiens qui sont vraiment surpeuplés. Vous avez des États indiens, j'ai plus son nom en tête, le Kerala, voilà. Hein, le Kerala qui a donc eu un gouvernement, disons, communiste, disons d'extrême gauche, qui ont réussi à augmenter, à faire en sorte que les femmes aillent à l'école, etc. Et qui, malgré une densité assez forte, hein, de l'ordre de 400 habitants au kilomètre carré, donc c'est vraiment très fort, arrivent relativement bien à s'en sortir, parce que, effectivement, la société est bien structurée, bien organisée. Ceci dit, il y a beaucoup de Kéralais, énormément de Kéralais qui émigrent. Hein, une fois qu'ils... voilà. Donc l'Inde, alors sur l'Inde, par exemple, l'Inde utilise 40% de son électricité uniquement pour pomper l'eau pour les cultures. Hein. Donc vous voyez, l'Inde a vraiment des problèmes. Hein, oui, l'Inde a vraiment des problèmes et ça va continuer parce que le problème de l'Inde, ce qui s'est passé en Inde, c'est que dans les années 60, les autorités indiennes, elles ne sont pas bêtes. Hein. Elles ont vu que ça partait en explosion. Donc elles ont décidé de promouvoir la planification familiale. Donc c'était la guerre à 300 millions à peu près. Hein. Ça ne marchait pas très bien. Hein, la population réticente. À ce moment-là, il y a eu des erreurs qui ont été faites sous Indira Gandhi, des campagnes de stérilisation relativement massives. Ça a monté la population. Donc là, vous voyez, si vous faites des campagnes autoritaires dans un pays semi-démocratique, c'est la catastrophe. Hein. Ça a monté la population, elle a été virée, et là, la natalité est repartie en flèche. Et donc là ils ont levé le pied, ils laissent courir. L'Inde court à la catastrophe. Hein, Alors maintenant, sur l'histoire des nombres d'enfants, on a des gens qui viennent sur le stand et qui nous disent moi j'en ai 4, j'en ai eu 5, qui sont quand même intéressés. On a même une adhérente qui a 6 enfants. Peu importe, hein, ce qui est fait est fait. Alors simplement, elle explique. Elle nous dit, pourquoi c'est comme ça. Je suis issu d'une famille religieuse. Moi, j'ai reproduit ce que ma mère m'a appris, etc. Alors elle dit, mais est-ce que je peux adhérer ? Oui, je dis, vous pouvez adhérer. Je dis, la seule chose qu'on ne vous demandera pas, c'est de devenir notre porte-parole. Ouais, je reprends la parole. Attendez, juste un petit complément. Il y a un problème sur le concept de biocapacité, c'est qu'il y a une chose qui n'est pas prise en compte, c'est l'espace libre pour les animaux sauvages. Ça, ce n'est pas comptabilisé, si vous voulez. Alors, même quand vous avez une population qui a une faible empreinte écologique, hein, néanmoins, ils occupent les territoires et ils interdisent de fait aux animaux, et en particulier à la mégafaune, d'être présents, tout simplement. Donc ça, c'est un élément qui va dans le centre de notre militantisme et qui n'est pas entièrement repris en compte dans ces chiffres-là. Il y a aussi un truc qu'on a oublié, c'est production alimentaire, parce qu'en fait, la base de l'humain, c'est se nourrir. Donc, c'est pour ça que quand je voulais dire hautes écoles, c'est en fait, on ne fait pas de producteurs alimentaires dans nos autres écoles. Voilà. J'ai pas compris la fin de la question, pardon. Dans les hautes écoles, on ne fait pas de producteurs alimentaires en rapport à la densité. Les productions aujourd'hui, c'est un agriculteur pour je ne sais pas combien d'hectares. Donc peut-être ça manque. Peut-être que c'est aussi un truc important. Oui. Est-ce qu'un homme a besoin pour que ça tienne la route, est-ce que ce système-là fait tenir la route ? Et après, moi, j'ai jamais eu d'enfant, jamais voulu, mais je ne sais pas pourquoi. Mais je suis bien contente. D'accord. Sur la question des productions alimentaires, nous l'avons effectivement moins abordée parce que justement, c'est une question qui est extrêmement abordée par tous les mouvements écologistes. Est-ce qu'on pourra nourrir toute la planète ? On a choisi volontairement de ne pas mettre l'accent là-dessus. Un des problèmes que l'on voit, c'est que beaucoup de gens nous disent, et ils ont raison, si en particulier on s'oriente vers une alimentation moins carnée, nous pourrons nourrir plus de gens. C'est vrai, il ne s'agit absolument pas de le nier. Et c'est d'autant plus juste qu'en plus, on sait que l'alimentation carnée pose des problèmes de respect et de souffrance animale. Donc ça, 100% d'accord. Néanmoins, ça pose quand même un problème qui est celui qu'on voit bien, on met le doigt dans un engrenage là, par lequel on commence à se priver d'une chose pour pouvoir être plus nombreux. Alors la viande, d'accord, on peut peut-être s'en priver. Mais on voit des mouvements qui vont plus loin, qui nous disent mangeons des insectes.
Peut-être que ça plaît à certains, peut-être que ça ne plaît pas. Mais ce qu'on voit, c'est le doigt dans cet engrenage où petit à petit, pour absolument forcer la population à être le plus nombreux possible, nous nous privions de ceci, nous nous privons de cela. Demain, on nous dira ne vous déplacez plus parce que ça consomme de l'énergie. Habitez dans un habitat groupé parce qu'un habitat dispersé, ben vous n'aurez plus droit à votre petit jardin parce que ce n'est pas bien, ce n'est pas politiquement correct, il faut qu'on soit 12 milliards. Et contre cette dérive-là, je pense que moi, il faut s'élever. Parce que sinon, on aura une vie de lapin en cage. Ce n'est pas le souhait que je veux pour mes enfants, et j'en ai d'ailleurs, hein, et pour le reste de la société. Oui, j'avais une petite réflexion sur les retraites pour répondre au problème des retraites, qui n'est pas nouveau d'ailleurs. Déjà dans les années 60, on faisait venir des enfants malgaches. Et de l'île de la Réunion, 7000 enfants ont été envoyés en France pour repeupler les villages français dans les années 60. Donc, ce n'est pas un argument qui date d'aujourd'hui. Je voulais juste dire que quand on dit qu'il faut relancer la natalité pour financer les retraites et compenser la baisse démographique, je pense aux retraites des animaux d'abord. Je pense aux retraites des tigres, des éléphants, des léopards. Parce que des retraites, ils n'en ont pas en fait. Ils sont massacrés systématiquement. Il reste 300 tigres au Congo. Il reste 3000 gorilles, pardon, 300 gorilles au Congo, 3000 tigres. Population de tigres est à peu près stabilisée, mais pas pour très longtemps. Je pense que ça va repartir à la baisse. Et bon, sans parler des baleines que défend miraculeusement Paul Watson. On est dans un holocauste animalier, personne ne fait rien, personne n'en a conscience, on est quelques centaines, quelques milliers peut-être. Oui, alors bon, pour les retraites des animaux, malheureusement, c'est la règle de la nature, dès qu'un animal ne devient plus capable de satisfaire à ses propres besoins, il meurt. C'est comme ça. Donc la question de la retraite des animaux, malheureusement, sauf nos animaux domestiques, bon bien sûr, mais dans la nature, la question de retraite ne se pose pas tout à fait dans ces termes. Par contre, vous posez la question des retraites en général, oui, parce qu'on nous le dit souvent, si on baisse la natalité, on va mettre en péril le système des retraites. Alors deux choses là-dessus. D'une part, ce ne sont pas les jeunes qui payent les retraites, ce sont les producteurs. Donc dans un monde où de toute façon, à nos jeunes, nous ne sommes pas capables d'offrir un emploi, ça fait quand même 40 ans qu'on est dans une situation de chômage chronique, c'est le plein emploi qui permettrait de payer, pas le fait d'avoir des jeunes en plus, parce que ces jeunes, en réalité, comme une fraction importante d'entre eux chômeurs, ils génèrent en réalité des dépenses sociales supplémentaires. Donc n'attendons pas un supplément de ce côté-là. D'autre part, et à un niveau plus général, c'est une folie que d'entrer dans un processus par lequel, pour que la société soit en équilibre, chaque génération de rang N soit en nombre inférieur à la génération de nombre N plus 1. Parce qu'on est dans ce cas-là, dans un phénomène de fuite en avant. Si on veut que chaque génération soit supérieure à la précédente pour s'en sortir, on ne s'en sortira jamais. Il est bien évident qu'à terme, l'objectif, c'est un certain équilibre. Mais ne comptons pas sur une fuite en avant, sinon on se fera manger complètement. Parce que, par exemple, est-ce que demain, les Indiens, pour assurer leur retraite, devront être 3 milliards, puis 4 milliards, puis 6 milliards? Oui, bien que ce n'est pas réaliste, c'est une négation du monde réel. Donc là-dessus, sur l'argument des retraites, on est assez sévère avec ce qui nous est parfois opposé, parce que je crois qu'il y a une méconnaissance économique du processus. Bien, on va bientôt devoir libérer la salle, donc s'il y a une ou deux questions maximum. Sinon, je crois qu'on peut remercier Denis Garnier et Didier Barthès pour avoir été très explicites et très pédagogiques. Bon. Moi, si je peux dire un petit mot. Et donc, vous avez le livre disponible à la sortie. Là. Voilà, si ça vous intéresse, ce livre explique un peu les arguments qu'on a développés ici. Voilà. Et puis, on vous attend sur le stand si vous voulez passer, discuter avec nous.